Hello, ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment je gère le suivi financier et comptable de nos immeubles? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode assez concret. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais c'est plus peut-être pour les gens qui ont déjà de l'immobilier ou qui se posent pas mal de questions, qui sont sur le point d'acheter. Ça vous intéresse peut-être de savoir comment je fais avec Cyril pour suivre toute la comptabilité ainsi que nos finances en lien avec l'immobilier. Tout de suite, je vous dis, je ne suis pas forcément le modèle le plus parfait de gestion, je serais loin de dire cela, mais j'ai ma méthode, un peu la méthode... Je suis un mix entre quelqu'un d'assez feignant et en même temps qui aime bien aller en profondeur dans les sujets. Donc à la fois, je ne veux pas que ça me prenne trop de temps, mais j'ai quand même envie de tout comprendre. Donc j'essaye de trouver, on va dire, la balance entre les deux. Donc je vais vous partager comment moi je m'organise. D'ailleurs, pour commencer aussi, parce que nous, on investit en couple, comme vous savez, l'une des choses que l'on fait avec Cyril et qui nous aide énormément au quotidien pour gagner beaucoup de temps, c'est le fait de séparer les tâches et les domaines de compétences. Et en l'occurrence, même si à un moment donné, on avait voulu laisser passer à Cyril la partie gestion financière, finalement, c'est moi à nouveau qui l'ai repris. On essaye en fait des fois de s'organiser dans la répartition des tâches. Et en l'occurrence, on va dire que c'est quasiment que moi depuis le début qui fait cette partie-là. Il a repris par contre la gestion des gestionnaires, parce que oui, on gère les gestionnaires. Donc les gestionnaires par rapport aux entrées-sorties, etc. Donc par rapport à ça, lui, il va faire le suivi. C'est Cyril plutôt qui va vérifier aussi au quotidien que les loyers tombent bien, qu'il n'y a pas de retard, etc. Il va vérifier que les gestionnaires n'oublient pas certaines dépenses ou parfois des cautions qu'on doit retenir, etc. Il va faire les vérifications. Ça, c'est lui qui gère cette partie-là un peu plus opérationnelle et quotidienne avec les immeubles. Avant, c'est moi qui m'en occupais, mais depuis qu'il n'a plus de chantier à gérer, il a repris cette partie-là. Et moi, je m'occupe plutôt de la partie revue financière, comptable. En gros, je m'occupe du fichier Excel qui suit tout ça et je fais, on va dire, des suivis mensuels et trimestriels et annuels pour vérifier où on en est au global dans nos coûts. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est à peu près clair, mais moi, je m'occupe de la partie financière pure et comptable pure. Donc, comment est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose, c'est qu'on a mis en place dès le début un compte bancaire dédié à nos immeubles. Pour nous, c'était hyper important de se dire, on sépare un peu comme une entreprise, quoi. Parce qu'en réalité, quand on est en LMNP, t'as pas besoin d'avoir un compte bancaire dédié au LMNP. Mais nous, on s'est dit, on va faire comme ça, on va ouvrir le compte bancaire, un compte joint dans la banque qui nous avait prêté pour notre premier immeuble. D'ailleurs, c'était la même banque qui nous avait prêté pour le deuxième immeuble, même s'il nous a plus prêté pour le troisième immeuble, mais ça, je vais vous expliquer comment je fais. En gros, je me suis dit, je mets mon compte principal immobilier dans cette banque-là. C'est un compte courant et absolument tout ce qui a trait à l'immobilier passera par ce compte-là. Pourquoi je veux faire ça, et je trouve ça super important, c'est que je trouve que quand on mélange des comptes bancaires, on n'y voit pas clair de combien ça nous coûte ou combien ça nous rapporte. Donc en fait, au moins, là, il y a une sorte de vérité qu'on va dire impossible à nier, c'est-à-dire qu'il y a le compte bancaire, si je dois mettre tous les mois au bout, je le vois tout de suite, et si j'ai du surplus tous les mois, je vais le voir aussi à la longue. Donc c'est ça qui est important pour moi, c'est de pas mélanger, parce que moi il y a des gens des fois qui savent pas trop combien ça leur coûte, etc. En fait, entre guillemets, même si je faisais rien du tout et que je m'occupais de rien, je pourrais à la fin de l'année, au bout de 12 mois, regarder combien il me reste sur le compte en banque, et puis je divise par 12 et ça fait mon cash flow. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est ça que j'aime bien, d'avoir un compte bancaire dédié. Donc moi, je vous recommande vraiment de faire ça. Et d'ailleurs, le fait qu'on ait eu un prêt pour le troisième immeuble dans une autre banque, moi, je fais le virement du compte principal immobilier de la première banque
tous les mois vers le compte qui récolte les mensualités du troisième immeuble, du montant exact de ce que la banque va prélever du troisième immeuble. Comme ça, en fait, sur mon compte bancaire, c'est exactement comme si c'était prélevé en fait sur mon compte bancaire principal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en gros, je ne rajoute pas un autre compte bancaire compliqué où j'encaisse mes loyers, etc. Non, le compte bancaire du troisième immeuble, lui, il est uniquement là pour payer la mensualité. C'est mon compte bancaire principal de l'immobilier qui envoie le virement quelques jours avant le prélèvement de la mensualité. Et comme ça, je suis tranquille. Et évidemment, je le précise, vous mettez en place, on va dire, suffisamment d'argent au départ sur vos comptes bancaires pour avoir, j'appelle ça, le besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire vous fixez, j'en sais rien, moi je sais que nous on en met un assez élevé parce que il suffit qu'il y ait un ou deux virements qui passent pas ou qu'il y ait un petit souci, tout de suite ça nous met 10 000 euros dans le rouge. Donc en fait nous on a on va dire un seuil moyen. Je sais plus c'est combien, mais ça doit être aux alentours de 10 000 euros. Enfin, j'avais fait un chiffre rond, qui est notre, on va dire, notre plancher. Donc, je sais qu'entre guillemets, si on est à 10 000 euros, c'est on est à zéro. Quand ça dépasse, c'est qu'on a de la trésorerie en plus. Et si ça baisse en dessous, c'est qu'on a de la trésorerie en moins. Donc, voilà. Donc, vous mettez un seuil. Je sais pas si vous avez qu'un appart, vous pouvez avoir peut-être un montant à 1 000 euros. En gros, moi, j'aime bien que ce soit au moins égal à la taxe foncière quand elle tombe, parce qu'en l'occurrence, ça peut être assez costaud. Donc ça, c'est la partie... j'aime bien dormir sur mes deux oreilles, comme vous le savez. Nous, on préfère voir large pour pas avoir de stress de compte négatif. Donc, parce que ça, c'est super important, de montrer que vous gérez bien votre argent. Donc ça, c'est sur la partie compte bancaire. Ensuite, il y a la partie comptabilité. Alors là-dessus, avec Cyril, nous, on est... comment dire ? On est fixe et sérieux là-dessus. Enfin, on est vraiment... on encourage vivement. Je considère qu'à partir, on va dire, peut-être de 2-3 appartes, ou peut-être 4 appartes, je sais pas, en fonction de ce que vous faites. Si vous achetez un immeuble, pour moi, c'est évident que vous fassiez directement ça. C'est d'avoir un vrai comptable. Ok ? Quand je dis un vrai comptable, c'est une personne à qui on peut envoyer des mails, qui connaît notre dossier et qui peut répondre à nos questions. Voilà, un humain. Voilà, moi vraiment, c'est notre politique. Je le vois très bien. On veut tous économiser, et je comprends, et je peux comprendre pour les petits budgets, peut-être que ça ne va pas vous correspondre. Mais pour les personnes qui sont, entre guillemets, un peu larges, prenez, c'est mon avis, un vrai comptable qui gère de l'immobilier. Alors quand je dis un vrai comptable, nous, ce qu'on a, c'est une société comptable qui est spécialisée en immobilier. Donc, c'est des comptables qui passent leur temps à faire de l'immobilier, qui peuvent gérer à la fois des biens immobiliers sous SCI ou bien en direct, peu importe. Mais en gros, leur comptabilité, c'est uniquement l'immobilier. Nous, on a choisi ça pour nos immeubles et on en est très content parce qu'on a un vrai suivi régulier. On a quelqu'un à qui on peut poser nos questions. Si jamais on ne sait pas quoi répondre dans notre avis d'impôt, on peut envoyer un mail. La personne, elle nous répond. Et en plus de ça, le fait d'avoir un vrai comptable, en fait, vous déléguez aussi un peu la responsabilité de la comptabilité. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle mesure, mais comme c'est un comptable avec un expert comptable qui valide votre comptabilité, lui, en fait, il vérifie qu'il n'y ait pas de bêtises qui soient faites, et donc il a en partie la responsabilité de la comptabilité qu'il fait. Donc, en fait, ça rajoute encore plus de sérénité en vous disant, en fait, vous ne pouvez pas vous être trompé, parce que de toute façon, en fait, il y a quelqu'un qui a vérifié derrière, qui a mis son tampon, donc... voilà, vous ne pouvez pas être accusé, sauf évidemment si vous faites des fausses factures et que vous faites des trucs catastrophiques et que vous le cachez à votre comptable, mais si vous êtes transparent avec votre comptable et que vous faites les choses bien, entre guillemets, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles car votre comptabilité, elle est bien en place et même si vous avez un jour un contrôle fiscal, vous savez que tout est en règle. Donc, nous, c'est ce qu'on prône. Je sais qu'il y a des sites en ligne pas chers, etc. Donc, il y en a qui font ça. Moi, je m'en rends compte, parce que dans les gens qu'on accompagne, il y en a qui font leur têtu et puis qui font leur petite comptabilité avec des trucs en ligne. Mais en fait, c'est toujours le stress. Ah, il y a une déclaration, il y a ci, il y a ça, machin, mais du coup, je dois faire quoi ? En fait, moi, en fait, en l'occurrence, j'ai pas vraiment à m'en soucier parce que je sais que c'est mon comptable qui s'en occupe et moi, je m'en occupe pas de tout ça. Je m'en occupe, mais de loin. Et puis, vous allez voir, je revérifie quand même ce qu'il fait. Mais ça, c'est dans la dernière partie, je vais vous en parler. Mais en gros, on a la comptabilité qui est gérée. Et moi, ça me permet de dormir sur mes deux oreilles. Pour autant, je ne fais pas juste balancer les factures et ne rien suivre derrière. Ça, je pense que c'est une erreur.
surtout au début. Parce qu'au début, quand on se lance, on a beaucoup de factures, on a beaucoup de factures de travaux, etc. Donc c'est important de vérifier un peu ce qu'il va faire et comment il le fait. Pour 2 raisons. Déjà pour éviter les erreurs, parce que je le vois concrètement, même encore cette année, là, dans mon petit contrôle que j'ai fait, il inverse 2 chiffres. Ouais, mais bon, en fait, 851 et 581, c'est pas pareil. Donc, c'est pas pareil. Donc, en fait, 300 euros, quand vous paierez des impôts, 300 euros, ça va être peut-être 30 ou 40%. Donc, en fait, c'est tout de suite 100 euros d'économiser d'avoir vu cette erreur. Donc, vérifier, ça va vite. Enfin, ça va vite que le comptable fasse des petites erreurs sans faire exprès. Il reste des humains qui vont rentrer les factures. Donc, des erreurs sont possibles. Donc, je recommande quand même de faire cette vérification, surtout au début, parce que donc non seulement vous allez pouvoir corriger des petites erreurs, et surtout quand vous avez des grosses factures de travaux, c'est quand même bien de vérifier. Et la deuxième raison également, c'est que moi je prône le fait de comprendre ce qui se passe et comment c'est fait. Par exemple, notamment pour les amortissements. Moi, c'est en fouillant et en comprenant, en relisant ce qu'ils faisaient, mais pourquoi telle facture part en amortissement, pas celle-là, que j'ai pu comprendre la logique derrière la comptabilité. Et par exemple, j'avais compris, et ça je l'ai rapidement compris, grâce au fait de le faire, que par exemple toutes les factures de travaux de plus de 500 euros, il les amortissait, et toutes celles qui étaient de moins de 500 euros, il ne les amortissait pas, il les passait en charge. Et ça c'est un détail qui est non négligeable, parce que quand ça passe en charge, ça fait des charges tout de suite pour l'année N, alors que quand c'est amorti, ça peut être amorti sur 5 ans, 10 ans ou 15 ans, ça dépend du type de facture que c'est. Et dans ce cas-là, du coup, ça fait moins de charges pour l'année N. Ça va plus les étaler sur la durée. Donc, en fonction de votre problématique comptable, vous allez plus préférer que ce soit amorti sur le long terme ou plutôt que ça passe en charge tout de suite. Voilà. Donc, typiquement, ça, je ne l'aurais pas compris si je n'avais pas suivi en détail un peu les factures, le total là, d'où il vient, comment est-ce qu'il l'a calculé, etc. Donc, moi, j'aime bien faire ça. Et l'autre chose aussi que j'ai découvert, alors à l'époque j'étais naïve, j'ai découvert qu'ils amortissaient les travaux. Au départ, je pensais que les travaux, ça passait en charge totalement, alors qu'en fait, pas du tout. Et ça, typiquement, c'est en essayant de comprendre le bilan comptable que j'ai pu faire ça. Et donc, concrètement, comment je fais ? C'est que nous, ce qu'on a mis en place comme process avec notre comptable, c'est que en début d'année, je lui envoie toutes les factures de l'année précédente. Nous, on fait en une fois. J'envoie tout. Aussi les loyers qui sont rentrés, je lui fais des petits tableaux, je prépare entre guillemets un peu tout ce qui s'est passé sur l'année et je lui demande dans un premier temps de m'envoyer le grand livre. Alors le grand livre, c'est en fait toutes les écritures comptables. Donc moi je trouve ça beaucoup plus pratique, c'est comme ça que je fais. Je lui demande de me renvoyer le grand livre. Donc alors pour information, pour préparer les pièces comptables, on a 26 lots. Moi ça me prend... ça me prend quand même 8 heures de boulot, de récupérer un peu tout ça. Bon, peut-être si je faisais au fur et à mesure. Moi, je préfère tout faire d'un coup, parce qu'en fait, je vais une seule fois sur les sites internet pour télécharger les factures, et je télécharge les 12. Enfin voilà, moi, je préfère faire ça comme ça, même si j'ai remarqué qu'il y a quelques sites qui stockent pas les 12 mois de factures, et du coup, je suis mal barrée. Mais, grosso modo, je préfère tout batcher en une seule fois pour faire ma comptabilité d'un seul coup, parce que je trouve ça plus efficient. C'est ma façon de travailler. Donc je fais ça plutôt en février en général. En janvier, je traîne un peu. Voilà, là j'ai accouché en janvier, donc j'avais pas trop la tête à ça. Mais grosso modo, février-mars, j'attaque ça, j'envoie tout. Ensuite, lui, il me renvoie donc le grand livre. Le grand livre, en fait, c'est la liste de toutes les factures, mais je sais comment il les a organisés, dans quel groupe. Parce que vous savez, en comptabilité, il y a des groupes, ils appellent ça, je crois, des comptes, mais bon, c'est pas un compte bancaire, c'est des sortes de groupes. Et donc, il regroupe chaque facture dans une catégorie, et en fait, moi, je peux vérifier déjà qu'il a bien mis, c'est tout facile, c'est du ligne à ligne, qu'il a bien tout rentré. Franchement, ça va vite. En 1 heure, 2 heures, c'est réglé. Nous, on a quand même beaucoup de lignes avec les 26 lots, mais bon, je pense que quand on a moins de lots, ça va plus vite. Je vérifie aux lignes à ligne, c'est là que je vois les erreurs, les factures qui manquent. Je peux me rendre compte aussi, il manque quelque chose. Ah tiens, c'est bizarre, l'assurance PNO de tel immeuble. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié cette année, donc je peux regarder par rapport aux années précédentes si c'est à peu près cohérent. Et comme ça, je valide le grand livre, et là, il édite
la fameuse liasse fiscale où dedans, il y a le bilan, le résultat comptable, etc. Et ça me permet en fait de comprendre d'où viennent les chiffres sur la liasse fiscale. Parce qu'en fait, quand le comptable envoie ta liasse fiscale, mais que tu n'as pas vu le détail du grand livre, bah du coup, en fait, moi, je comprends rien. Je comprends rien d'où sort le chiffre. Alors, j'essaie de faire des sommes, mais ça tombe pas pareil, parce que j'ai pas compris qu'il l'a mis dans un autre groupe. Donc, en fait, pour moi, moi, c'est comme ça ma procédure. Je relis le grand livre, je valide. Des fois, il y a un aller-retour. Par exemple, cette année, il y a eu un aller-retour parce que je me suis rendu compte qu'il s'était planté dans les frais de gestion. Donc voilà, donc je lui dis, ah bah zut, vous avez oublié les frais de gestion parce que c'est mal indiqué dans les relevés de gestion des gestionnaires. Enfin voilà, c'est mal mis, c'est un peu bizarrement fichu, on va dire. Et donc, je lui ai expliqué. Il a refait la correction. Il me renvoie le grand livre. Je dis, ok, c'est bon, tout est bon. Et après, il m'envoie l'alias fiscal. Ce qui fait que je comprends tous les chiffres de l'alias fiscal vu que j'ai compris les totaux qu'il a fait. Et ça me permet après de vérifier comment est-ce qu'il a fait les amortissements, de comprendre. Alors maintenant, ça va vite, je passe plus beaucoup de temps là-dessus, parce que j'ai tout compris comment ça fonctionnait, quelle case correspondait à quoi, pourquoi ça s'était pas dans la même case, etc. Comment fonctionnent les reports aussi de déficit au fur et à mesure des années. Donc ça, je le fais au fur et à mesure. Et la dernière chose qui est hyper importante, donc j'essaie de faire une petite synthèse simple à comprendre. Donc je me prends une petite page A4, je me fais ma synthèse de l'année. Et ce que j'aime beaucoup faire, moi, c'est simuler à partir de quand je paierai des impôts. Parce que ça, c'est important, ça, c'était un flou un peu artistique qu'on avait au début. C'était qu'on se disait, mais quand est-ce qu'on va payer des impôts ? Et en fait, j'ai quoi, on était un petit peu en mode, on a encore beaucoup de charges, il y a l'air d'avoir de l'amortissement, mais bon, c'était pas très clair, on savait pas trop, mais quand est-ce qu'on paye des impôts ? Et donc, comme maintenant j'ai bien compris le mécanisme d'amortissement, j'ai bien compris les mécanismes de report, de déficit, etc., et en fait, tous les ans, je refais mon petit calcul et je regarde à la fois quand est-ce qu'on va commencer à être bénéficiaire de façon comptable, donc en quelle année on va commencer à avoir du bénéfice, et j'arrive aussi à simuler ce futur bénéfice, parce qu'on est entre guillemets en rythme de croisière, j'appelle ça le rythme de croisière. Les loyers sont, on va dire, full cette année, comme si on était en plein régime, tout est... en plein régime en rythme de croisière, et donc on peut voir au fur et à mesure, dans combien de temps on va commencer à payer des impôts. Donc ça, c'est la première question à laquelle on voulait répondre. Et la deuxième question aussi à laquelle on voulait répondre, et que c'était grâce à ce suivi comptable que j'arrivais à le faire effectivement, c'était de me dire, ok, mais et quand on paiera des impôts, ce sera combien par mois ? Pour se rendre compte combien notre cash flow va être affecté. Et donc ça, pareil, je le fais, je vérifie, et donc on sait exactement quand est-ce qu'on va payer des impôts, et quand on en paiera, combien on en paiera, à peu près, parce que forcément, je fais des sortes d'estimations. Là, cette année, la taxe foncière, elle a explosé pour nous, pour diverses raisons. Donc, on a des énormes taxes foncières. Donc maintenant, je sais à peu près, je peux projeter sur les futures années les taxes foncières, combien ça nous coûte à peu près par immeuble, les frais de gestion. C'est aussi intéressant. Moi, je compare combien nous coûte tel gestionnaire. Mais ça, vous allez voir. Ça, c'est dans la dernière partie. Donc, grosso modo, en comptabilité, on fait comme ça. Et évidemment, nous, c'est trop bien. Notre cabinet comptable nous envoie les différentes cases à cocher dans notre déclaration d'impôt sur le revenu, et également les montants qu'on doit mettre dans quelle case. Et donc, en fait, on a juste à faire exactement ce que le comptable nous a envoyé dans son document récapitulatif. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et ensuite, parce que ça, c'est la partie plus annuelle comptable, mais il y a aussi la partie suivi financier. Donc, concernant le suivi financier, moi, j'ai un gros fichier, j'appelle ça mon fichier de gestion locative. C'est un gros fichier Excel où je mets absolument tout dedans. À la fois les loyers actuels, comme ça je sais, les cautions qu'on a données donc aux quelques locataires qu'on gère encore en direct, je sais qu'est-ce qu'on a encaissé comme caution et combien, entre guillemets, on devra à la sortie de chacun. Je sais aussi... En fait, je mets tout dedans. C'est aussi simple que ça, je mets tout dedans. Alors, au fur et à mesure du temps, comme je maîtrise bien, je simplifie certains trucs et je vais un petit peu moins dans le détail sur certaines choses parce que, entre guillemets, j'ai pris la confiance. Mais grosso modo, je reste quand même assez rigoureuse dans ce suivi. Alors, dans l'idéal, il faut le faire tous les mois, mais je ne le fais pas tous les mois parce que des fois, je zappe. J'essaye au minimum tous les trimestres parce qu'on a un gestionnaire qui nous envoie le relevé de gestion tous les trimestres. Donc, j'en profite à chaque fois qu'il envoie le relevé de gestion, début avril par exemple, là, il va l'envoyer début avril, pour me mettre à jour sur tout le trimestre.
Alors, pourquoi je fais ça? À la fois pour maîtriser, pour vérifier qu'il n'y ait pas un loyer impayé qu'on n'a pas compris. Le gestionnaire, des fois, il ne nous dit pas quand il y a quelqu'un qui est parti. Et du coup, je vois, mais oui, mais du coup, il n'y a pas de loyer qui est tombé le mois-ci. Ah bah non, il est parti il y a un mois. Ah, je fais, ah bon, je ne suis pas au courant. Donc en fait, ça me permet de vérifier tout ça. Même si, il y a aussi le suivi de Cyril des gestionnaires. Mais moi, ça me permet de vérifier les augmentations de loyer qui sont faites par les gestionnaires. En gros, je suis un peu tout ça. Je vois quand ça part, quand ça sort. Et ça me permet surtout d'avoir une base de calcul pour faire des moyennes où je peux voir le cash flow moyen à l'année. Voilà, je vérifie tout ça et ça me permet aussi de par exemple, quand j'ai un comment on appelle ça, un dossier bancaire à préparer pour X raisons. Là, typiquement, on est en train de préparer un dossier bancaire pour un prêt à taux zéro sur des travaux de rénovation de la résidence principale. Et j'ai tout de suite mon fichier que je mets à jour avec les loyers. En gros, voilà, tout est organisé. Tous les trimestres, je fais ce fichier et ça me permet d'être sereine. Et alors, accessoirement, donc je vais jusqu'au bout, comme ça vous saurez tout. Tous les trimestres, on fait un comité financier avec Cyril. Alors, on essaye tous les trimestres. Je vous avoue que des fois, ça saute, mais on essaye. Comme ça, on fait un petit bilan sur ce qui s'est passé sur le trimestre. Comme ça, on a encore les dépenses fraîches. Comme ça, je lui dis, ah oui, mais du coup, c'est quoi ce truc de 450 € qui est passé sur le compte ? J'ai pas la facture, ou je l'ai pas vue, ou qu'est-ce que c'était ? Et puis comme ça, il me dit. Donc en fait, on est tous les deux un peu au courant des dépenses qui sont sur l'immeuble. Ça me permet de prendre mes petites notes pour pas que j'ai à me reposer la question dans un an. Parce que ça nous arrive des fois en se disant, oh là là, c'était quoi ce chèque-là qui est parti ? Et puis en fait, c'est pas écrit. Puis en plus, j'ai découvert récemment que la banque dans laquelle on est, quand on ne sait plus c'était à qui appartenait le chèque, ça, il facture le fait de nous renvoyer le destinataire du chèque, donc super. Donc là, on était un peu dépités. Enfin bon, on a réussi à négocier l'exception, mais voilà, en gros, on essaye de faire ce suivi au fur et à mesure. Et pour terminer, on fait le gros bilan financier annuel. Donc tous les ans, quand on a terminé à la fois la comptabilité, que j'ai tout fait le check de l'année précédente, on fait un gros bilan et on voit aussi les actions à mettre en place. Par exemple, on va se dire, ah bah là, par exemple, ce compte-là, ce prêt-là, on est arrivé à 24 mois de remboursement de capital, donc on peut débloquer la suspension de crédit pendant 12 mois pour se refaire encore un paquet de trésorerie. Et bah hop, on acte, ok, toi tu dois contacter la banque pour lancer la suspension de crédit ou la clause de modularité en fonction du prêt. Enfin voilà, on s'organise comme ça, mais on gère notre comptabilité comme ça. Voilà. Et ça nous fait un petit bilan. Et en fait, c'est pas mal parce qu'on se met des tâches. Ah bah toi, tu prends ci, toi, tu prends ça. Parfois, ça peut être aussi réviser tel loyer ou demander, renvoyer un mail au gestionnaire pour comprendre telle ligne ou telle dépense injustifiée. Ou pourquoi on n'a plus de facture de ménage. Est-ce que la personne de ménage, elle continue à venir dans les communs ou pas ? Enfin voilà, il y a toujours des petits trucs comme ça, on essaie de comprendre. Et puis, c'est réglé. Et puis, comme ça, on dort sur les deux oreilles parce que, on va dire, tout est sous contrôle. J'avoue que ça prend un peu de temps. Mais c'est pas non plus la mer à boire. Hein. Je pense qu'un suivi trimestriel, ça me prend 3 heures à préparer, à revoir un peu tout le trimestre. Moi, j'aime bien faire des petits calculs, des calculs aussi de rentabilité sur ActifNet, etc. Parce que il faut que je fasse aussi mes calculs pour voir quand est-ce que on vendra nos immeubles, à partir de quand ça serait intéressant de les revendre. Donc ça me permet de faire des calculs. Voilà, basé vraiment sur des chiffres que moi je comprends. Parce que vous voyez, en fait, en comptabilité, c'est des sortes de comptes, mais c'est pas organisé comme un investisseur aimerait que ce soit organisé. C'est organisé comme un comptable voudrait que ce soit organisé. Donc en gros, c'est comme si je refais une comptabilité un peu à moi, mais vision investisseur. Et donc c'est comme ça que je le fais. Voilà, bon, c'était un épisode un petit peu long, un peu technique, mais bon, peut-être que ça vous intéresse. D'ailleurs, dites-moi comment vous gérez votre comptabilité ou votre suivi financier. Est-ce que vous avez des astuces ? Je crois que vous pouvez mettre ça en commentaire dans Spotify. Moi, faut que j'y aille un peu plus souvent, mais je crois maintenant que je peux vous répondre. En plus, avant, je crois que je ne pouvais pas vous répondre. Je vais regarder ça. Et sur YouTube, d'ailleurs, vous pouvez aussi mettre en commentaire. Je vais essayer de regarder un petit peu plus là, les commentaires. Des fois, je ne prends pas le temps de le faire. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous... Ah bah non, mais le plus simple, c'est que vous me dites ça sur Instagram, parce que sur Instagram, je suis beaucoup plus réactive et beaucoup plus présente. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.